Nouvelle édition spéciale de Défense, 1 heure pour tout analyser, mieux comprendre la situation sur le terrain. Avec nous ce soir, comme d'habitude, Océane Nicole, bonsoir. Bonsoir. Zvika Khamovic, général de brigade de réserve de l'armée israélienne, ancien commandant de la défense antiaérienne. Et Dean Elston, vous êtes le porte-parole international de la police israélienne. Je viens à vous dans un instant. D'abord, Zvika, avec vous. Écoutez, la question est très simple, il n'y en a pas d'autre. Est-ce que Israël tient ses engagements et surtout, est-ce que les objectifs de guerre sont toujours appliqués aujourd'hui ? C'est vraiment une question très simple. Merci de l'avoir posée. C'est une question, je crois, qui préoccupe presque tout le monde en Israël parce que cela fait déjà 103 jours depuis le 7 octobre et on ne cesse de répéter. On a entendu le Premier ministre, le chef d'état-major qui parle des mêmes objectifs, le démantèlement du Hamas et le retour des otages et le rétablissement de la sécurité dans le nord du pays. Et si on observe les 103 jours qui ont passé, ce sont ces 3 objectifs qui nous accompagnent. Alors, il n'y a pas de question quant à la justesse de ces objectifs. La question, c'est une question de priorité, ce qu'il faut faire en premier. Et est-ce que les priorités du 7 octobre sont toujours d'actualité? Je pense qu'avec le temps qui est passé, il faudrait réexaminer ces objectifs, voir d'abord la prioritisation entre les otages et le Hamas et aussi la priorité entre le nord et le sud parce que la situation me semble plus compliquée dans le nord et plus complexe aussi pour les otages. Alors est-ce que justement la vraie question ce n'est pas, Zvika Khamovic, de laisser l'armée parler, laisser le porte-parole de l'armée israélienne parler et les politiques faire le travail de cabinet de guerre, d'être en contact avec la communauté internationale et de moins s'exprimer? La manière dont cela fonctionne en Israël, c'est que l'échelon politique, le cabinet, détermine les objectifs de l'armée. Le rôle de l'armée, c'est de prendre ces objectifs et de les traduire en termes militaires et d'effectuer les opérations sur le terrain. C'est cela l'ordre adéquat. Chacun a son rôle, chacun a son pouvoir et chacun a sa responsabilité. Bien sûr, l'armée doit en permanence rendre compte à l'échelon politique si les objectifs sont atteints, s'il y a des obstacles ou est-ce qu'il faut changer. Donc il doit y avoir un dialogue permanent entre l'échelon politique et l'échelon militaire. Et bien entendu, chacun a un rôle dans la manière où il communique tout cela aux Israéliens, mais aussi en interne. Alors essayez de nous transposer justement, si vous étiez commandant de la défense antiaérienne, aujourd'hui, ce soir, vous êtes dans ce qu'on appelle le BOR, c'est-à-dire l'unité centrale de la défense de l'armée de l'air israélienne. Vous dites quoi ? Qu'est-ce qui se passe? Comment on change justement en chemin, puisque vous êtes en train de nous dire qu'il faut s'acclimater au terrain? Une guerre est quelque chose de dynamique. Cela dépend de la conduite de l'ennemi, il y a les différents fronts et là nous sommes dans un événement très complexe parce qu'il y a la bande de Gaza, il y a le Hezbollah dans le nord, il y a les milices chiites en Syrie, les Houthis qui sont un peu plus loin et au-dessus de tout il y a l'Iran qui chapeaute sans oublier la Judée-Samarie, l'attentat de Ra'anana et tous les attentats qu'on a en Judée-Samarie. Donc on a énormément d'éléments, énormément de fronts. On ne peut pas avoir un regard localisé ou sur un seul front parce que les fronts correspondent, ont un rapport les uns avec les autres. Il y a la question du déploiement des forces, il y a les priorités à donner aux différents efforts et donc il faut tout regarder en même temps. On ne peut pas ignorer des fronts et se focaliser uniquement sur un seul front. Il faut toujours revoir
voir la réalité et s'adapter à ces changements. C'est vrai concernant les fronts, c'est vrai concernant les objectifs. Si on ne se pose pas la question de savoir si les objectifs sont bons, si il faut les modifier, si la priorité est bonne, eh bien en fait, quelqu'un qui fait cela, il se prépare à la guerre précédente et pas à la guerre actuelle. Sauf que vous comprenez, sans doute moi, Dean également, Océane également, parce qu'on traite de ces cas-là. Mais le grand public, il ne comprend pas ce que fait la division 98 à l'heure actuelle à Khan Younes. Est-ce qu'il ne faut pas lui expliquer que les soldats risquent leur vie? Au moment où on se parle, on est tous assis tranquillement dans notre studio, il y a des soldats qui avancent, qui continuent de combattre. La guerre depuis le 7 octobre ne s'est pas arrêtée. Je pense que le seul moyen de faire passer ces messages au public, c'est d'utiliser moins une terminologie qui parfois ressemble un peu à une terminologie scientifique. On parle de démantèlement du Hamas, contrôle, qui sont des termes qui ne disent rien aux citoyens. Et on obtient le résultat inverse. Parce que samedi, l'armée a dit que la mission était terminée dans le nord de la bande de Gaza. Et le lendemain, il y a une salle de roquettes vers Sderot. Hier matin, on a eu une salle de roquettes vers Netivot. Et donc les Israéliens se disent, on nous dit que la mission est terminée, des soldats sont sortis de la bande de Gaza, comment est-ce possible? Donc il faut être très honnête avec le public et adresser 3 messages. Le premier message, la guerre n'est pas terminée et il n'y a, ça ne se mesure pas en nombre de missiles, de roquettes, c'est une opération où l'armée agit différemment dans chacun des secteurs et dans chacune des zones de combat. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas mesurer cette guerre en nombre de roquettes. Il continuera à y avoir des roquettes jusqu'au dernier jour. Si les gens s'attendent à ce qu'après 110 jours, le Hamas n'aura plus de roquettes, eh bien c'est une erreur. Et il faut le dire très clairement aux Israéliens. La troisième chose qu'il faut dire aux Israéliens, c'est utiliser une terminologie très claire et ne pas utiliser des termes qui sèment la confusion. Par exemple, on ne sait pas ce que ça veut dire le démantèlement d'un bataillon du Hamas alors qu'il y a encore des terroristes. Donc il ne faut pas réfléchir à ce à quoi la guerre ressemblera le jour d'après, mais dire les choses de manière honnête, directe et fiable. Parce qu'en fin de compte, si on ne le fait pas, les Israéliens perdent leur confiance. Déjà, le 7 octobre, il y a eu vraiment... les Israéliens ont perdu confiance dans le pays, dans l'armée. Et pour rétablir cette confiance dans l'État, dans l'armée, dans les autorités, c'est d'être honnête, d'être précis et de ne pas créer de l'incertitude chez les Israéliens qui se demandent chaque fois « Ah, qu'est-ce que le chef d'état-major ou le cabinet a voulu dire ?» Merci, Zvika Khamovic, c'est exactement ce que je dis chaque soir. Arrêtez de demander surtout au Premier ministre, au cabinet de guerre, ce qui sera demain, mais véritablement de parler d'abord de cette guerre, puisqu'on l'a dit, il y a des hommes et des femmes qui se battent et qui risquent leur vie. Merci, général de brigade de réserve, d'avoir été avec nous. Dean, je viens à vous dans un instant parce que j'aimerais prendre des nouvelles de ce qui se passe sur le terrain avec l'acheminement non seulement des médicaments, mais également des munitions par voie aérienne. Tout à fait. Alors les médicaments dans la bande de Gaza, les 2 avions en provenance du Qatar, ils sont arrivés en Égypte, les 2 en fin de journée. Normalement, ils devraient passer le point de passage de Rafah, donc dans le sud de la bande de Gaza, entre l'Égypte et la bande de Gaza ces prochaines heures. Au point de passage, ils vont être vérifiés, checkés par l'armée israélienne, par Tsahal, et à l'intérieur de la bande de Gaza, eh bien là, c'est les agents de la Croix-Rouge qui récupéreront ces médicaments qui seront donc destinés aux otages, à 45 otages notamment, et on n'a pas trop le contenu de ces médicaments, mais on sait que d'après les informations qu'on a, que ce sera 3 mois de médicaments pour ces 45 otages. Je vous parlais du ravitaillement aussi parce qu'il y a d'autres matériels qui est entré aujourd'hui dans la bande de Gaza. Cette fois, c'était du matériel destiné aux soldats de l'armée israélienne, où on le dit, ça fait depuis le 27 octobre et même depuis le 7 octobre qu'ils combattent jour et nuit, qui dorment sur place dans la bande de Gaza. Donc ils ont besoin d'armes, d'équipements militaires, aussi
aussi d'eau, de nourriture, de carburant, etc. Donc il y a eu là encore aujourd'hui un aéronef qui s'appelle le Shimshon qui est donc arrivé aujourd'hui. À son bord 16 tonnes de matériel, donc d'eau, de carburant, de nourriture. Et c'est déjà le 6e ravitaillement qu'il y a depuis le début de cette guerre là, qui a commencé l'opération terrestre le 27 octobre. Ça représente près de 60 tonnes de matériel qui a donc été délivré par les airs aux soldats de l'armée israélienne qui opèrent donc jour et nuit dans la bande de Gaza. Et notamment la fameuse division 98, la division commando. Autre sujet qui intéresse, et Zvika Khamovitz en parle à l'instant, les attentats et la recrudescence des frappes aériennes de l'armée israélienne en Judée-Samarie. Tout à fait, il y en a eu 2 aujourd'hui. La première, c'était à Naplouse, donc en Judée-Samarie. En Cisjordanie, là, c'est un drone qui a donc éliminé une voiture avec à son bord Ahmed Abdullah Abbas Halal. C'est le chef de l'infrastructure terroriste du camp de Balata, donc à Naplouse, et toute sa cellule terroriste a été éliminée. À bord de la voiture qui a donc éliminé par ce drone, donc dans cette frappe chirurgicale de Tzahal, eh bien à l'intérieur il y avait plusieurs armes puisqu'il préparait véritablement un attentat imminent contre des Israéliens. Et la deuxième frappe, c'était un petit peu plus tard dans la journée, aux alentours de midi. Cette fois, c'était à Toul-Karem. Pareil, une frappe chirurgicale menée par un drone sur une cellule terroriste qui était prête à passer à l'action. Donc en effet, les frappes chirurgicales se poursuivent. Les opérations antiterroristes aussi se poursuivent en Cisjordanie. Il y en a quotidiennement, jour et nuit. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 2500 terroristes du Hamas qui ont été éliminés. Si on fait le calcul, on est au 103e jour de guerre depuis le 7 octobre. Ça fait plus d'une vingtaine de terroristes par jour qui sont éliminés. Donc en Cisjordanie, en Judée-Samarie, des terroristes du Hamas qui étaient prêts justement à passer à l'action. Merci Océane, ce qui me permet justement de vous interroger, Dean Elston. Merci d'être resté si tard. Vous avez eu une très très longue journée d'ailleurs, de même que Zvika, d'être resté aussi tard pour nous, pour nos téléspectateurs. On oublie que le 7 octobre, certains l'oublient, la police israélienne, ça a été le bouclier véritablement du 7 octobre aussi. Yeah, I don't think that it was just the shield. Je ne crois pas que ça n'était seulement le bouclier. Les gens oublient que les policiers sont des êtres humains et lorsque le 7 octobre a eu lieu et que les terroristes sont infiltrés, les policiers ont dû se préoccuper aussi de leur famille. Il n'y avait pas de choix. Nous devions tout faire pour confronter ces terroristes, pour assurer la sécurité des citoyens dans le cadre du festival de musique, puisqu'il y avait des policiers qui étaient déjà sur place. Et malheureusement, j'ai du mal à en parler, mais les corps des policiers sont restés sur le site du Festival Nova et on voit que leur chargeur était vide parce qu'ils se sont combattus jusqu'à la dernière balle. À Kfar Aza, dès 8h du matin, il y avait des policiers. Donc tous les policiers de la région étaient là et même des policiers de Jérusalem, eh bien, ont commencé à s'acheminer vers le sud du pays. Les policiers ont défendu leur foyer, leur maison, et lorsque vous savez que vous allez au combat pour protéger une famille ou des enfants, vous ne réfléchissez pas et vous faites tout pour les défendre. Avant d'être porte-parole, vous avez été vous-même officier d'une unité d'élite de la police des frontières, Dean. Justement, j'aimerais vous comprendre ce qui se passe actuellement dans la tête des officiers d'élite qui ont perdu autant d'hommes, que ce soit les Mistaravim, que ce soit les Yamam, l'unité d'élite de la police antiterroriste, que ce soit d'autres unités qui ont perdu énormément d'hommes. You know, when you lose your best friends, Quand vous perdez votre meilleur ami. J'étais dans une de ces unités avant d'être porte-parole et c'est véritablement ma famille et je suis en contact avec eux quotidiennement. Lorsqu'on parle à un des membres de ces unités, quand vous perdez un ami ou même un policier, parce que tout le monde se connaît, la police est une grande famille et c'est très dur. Et le 7 octobre, eh bien, on perdait des camarades en permanence. Et le 8 octobre, personne n'a dit prenez un jour de congé.
ou un jour de repos. On a dû continuer à combattre et ça a duré pendant des jours. On a nettoyé les quartiers de Sderot pendant des semaines. Et il y avait des combats à l'intérieur des Sderot parce que les unités tactiques des gardes frontières combattaient les terroristes. Et vous savez, quand on est dans une situation de guerre, on pense uniquement à la mission et à la manière de protéger les citoyens. C'est tout sur ce quoi on s'est focalisé. Et malheureusement, on a dû aller ensuite d'enterrement en enterrement et on a parfois pas pu aller à certains des enterrements parce que notre pays avait besoin de nous. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir une scène d'un policier d'une unité extrêmement simple, connue, celle qui distribue des PV, et qui a dit, moi-même, j'ai combattu. C'est-à-dire que tous les policiers ce jour-là, y compris ceux qui donnent des PV, ont combattu jusqu'à la dernière balle. Absolutely. Every single person bien was sûr. fighting. Tous les policiers ont combattu. Les policiers savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour défendre leur maison. S'ils n'arrêtent pas un terroriste, eh bien, il va aller dans une maison et tuer une famille. Les gens ont tendance à oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Lorsque le Hamas a infiltré le territoire israélien, ils n'ont pas frappé à la porte et ils ont dit « Ah, si vous êtes un soldat, je vous tue ». Non, ils ont tué des civils. Ils ont commencé à tirer dans toutes les directions. Et donc, les policiers étaient là pour affronter les tirs du Hamas. Et j'ai un policier de Netanya qui m'a dit « Je suis parti de chez moi sans qu'on me le demande ». Quand on m'a dit « Il y a des terroristes à Sderot qui ont des mitrailleuses sur des voitures », il est parti, il a pris sa voiture, à lui, sa voiture individuelle, et il est allé sur place pour combattre. C'est cela la police. Peu importe si vous êtes dans une unité d'élite ou si vous êtes quelqu'un derrière un bureau. En fin de compte, votre travail, c'est de défendre les citoyens et c'est exactement ce que la police a fait le 7 octobre et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que la police des frontières, notamment, fait dans les territoires, ce que le général de brigade de réserve Zvika Khamovitz disait à l'instant, combat le terrorisme. Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes hommes qui étaient à Sderot ou à Kfar Aza et qui sont aujourd'hui à Jenin, Naplouse. Israel, unfortunately, has no shortage of terrorists. Malheureusement, Israël ne manque pas de terroristes et ne manque pas de personnes qui veulent s'en prendre à des citoyens. Il y a quelques jours, les gardes-frontières ont arrêté 2 personnes qui étaient affiliées à Daesh à quelques encablures de la vieille ville de Jérusalem. Ils avaient des brochures sur comment fabriquer des explosifs et c'était évidemment pour tuer des citoyens. Les policiers civils des gardes-frontières ont réussi à neutraliser 3 terroristes armés. Ils étaient à la recherche de quelqu'un d'autre, mais immédiatement, on a ouvert le feu contre eux. Ça, c'est la réalité de ce qu'on voit tous les jours. Les gardes-frontières risquent leur vie tous les jours pour que les terroristes soient arrêtés et n'aillent pas au centre de Tel Aviv. À Ra'anana, par exemple, qui a arrêté les terroristes? Ce sont les policiers qui patrouillaient à Ra'anana, c'est eux qui ont resserré les taux. Ils n'ont pas attendu que le Yamam ou le Hamas arrive. Ils étaient là, ils ont dit on le stoppe maintenant parce que il y avait des corps autour d'eux et cette idéologie perverse qui vient du Hamas et d'autres organisations et que cette propagande sur les réseaux sociaux et tout ce à quoi pensent les terroristes, c'est de tuer. Et notre travail, c'est de nous assurer que même si nous risquons nos vies, il faut s'assurer qu'ils ne parviennent pas à nous tuer. Ça sera ma dernière question, Dean Elston. Lorsque une jeune garde-frontière perd la vie, lorsqu'elle explose, lorsqu'une charge explosive est détonnée au passage de son convoi et qu'elle meurt quasiment sur le coup, il se passe quoi dans la tête des officiers, sachant que aujourd'hui, je parle aussi des membres de ma famille. J'ai une nièce qui aussi peut-être va être rappelée dans ces périodes de réserve. Il se passe quoi dans la tête de ces jeunes filles et hommes combattantes? Je pense que ça ne les rend que plus résolus. S'ils comprennent encore plus pourquoi ils font ce travail.
Shai, que sa mémoire soit bénie, elle a été tuée par des explosifs, mais ces policiers voulaient tuer des civils. Elle savait ce que signifie de porter l'uniforme de la police. Si quelque chose se passe, c'est à moi de me mettre en avant pour protéger les citoyens, comme elle l'a fait, et elle a été tuée par un charge explosif pour que ces terroristes ne puissent pas s'approcher de Jérusalem, de Tel Aviv ou ailleurs en Israël pour s'en prendre à des citoyens. C'est malheureusement le prix que nous devons payer en portant cet uniforme, et oui, cela ne nous arrêtera pas, au contraire, nous serons d'autant plus forts. Merci Din Al-Azdan d'avoir été avec nous encore une fois. Merci Adzika Chaimowitz également. Merci à vous deux. On parle justement de ceux qui sont partis, de ceux qui ont combattu, également de ceux qui sont blessés. Je vous propose de regarder cette adaptation d'Eric Fender, un sujet tourné par nos confrères de la chaîne israélienne. Vous allez voir le quotidien de ces soldats, justement, qui sont pris en charge par les hôpitaux. Lorsque nous tournons ces images, 14 soldats blessés sont en soins intensifs à l'hôpital Soroka. Pour l'infirmière Hila, c'est plutôt une bonne journée. Le blessé dont elle s'occupe a repris connaissance. Comment vas-tu? Ça va. Tu as mal? Non. Mais je n'augmenterai pas la dose. En général, les patients dont vous vous occupez sont sous assistance respiratoire et plongés dans un coma artificiel. C'est exact. Et dès qu'ils ne sont plus dans le coma, j'adore leur parler tout le temps. Je les saoule tellement qu'il y en a un qui me supplie de les rendormir, tellement ils n'ont plus la force de m'écouter. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la première question d'un soldat gravement blessé lorsqu'il se réveille? La première chose qu'ils demandent, même quand ils sont encore dans les vapes, c'est des nouvelles de leurs frères d'armes. Où est mon unité? Où sont mes hommes? Je vais y retourner, je veux être avec eux. Comment vont-ils? À ce point-là, je vous le jure, vous ne comprenez pas ce que c'est. J'en ai des frissons. Tous disent la même chose, sans exception. Ils doivent prendre le temps et se calmer. il y a une semaine sont arrivés 4 combattants des commandos Givati. Ils ont été blessés alors qu'ils se trouvaient dans une maison piégée que les terroristes du Hamas ont fait exploser et qui s'est effondrée sur eux. Paer Malovic est le père de Yoad. Comment va-t-il aujourd'hui? Dieu merci beaucoup mieux qu'à son arrivée ici. Son état s'améliore peu à peu. Il n'est plus sous respirateur artificiel, mais respire de lui-même et il s'est réveillé récemment. Il parle? Autant qu'il peut. Il parle à voix basse, il murmure et ne fait que des bribes de phrases. Mais nous voyons des lueurs d'espoir. Nous sommes tous arrivés alors qu'ils étaient tous sous respirateur et plongés dans un coma artificiel. Ce sont des jeunes que je suis depuis leur premier jour à l'armée et je les vois comme mes fils. En plus de mon propre fils, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je cours d'un lit à l'autre et me préoccupe de l'état de chacun d'eux. Toutes les familles présentes ici se soutiennent les unes avec les autres. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dieu merci, 3 d'entre eux ont repris connaissance et maintenant tous nos espoirs sont pour Ita. Nous voulons que lui aussi se réveille. Itar est leur officier. Oui, Ita est leur chef. Il est vraiment très gravement blessé et nous prions tous pour qu'il revienne à lui au plus vite. Les services médicaux militaires essayent de dispatcher les blessés dans les différents hôpitaux du pays. Mais lorsque le blessé est entre la vie et la mort, le médecin présent dans l'hélicoptère donne l'ordre au pilote d'évacuer le blessé sur l'hôpital Soroka directement. Alors que le chariot électrique évacue le blessé le plus vite possible vers la salle de trauma, Valeria, soldate réserviste, se joint à eux pour joindre la famille du blessé quand celui-ci est encore conscient. J'essaye tout simplement de lui passer son portable pour qu'il puisse échanger quelques mots avec ses parents, les prévenir qu'il est blessé mais en vie et qu'il se trouve ici à Soroka. Et s'il n'est pas conscient dans la salle de trauma, pendant que tout le monde s'occupe de lui, vous lui prenez une empreinte digitale? Exactement. L'empreinte digitale est alors rentrée dans la banque de données du personnel de Tsahal et fait donc le lien avec la famille du soldat blessé. Auparavant, nous envoyions une équipe des renseignements au domicile des parents pour les prévenir que leur fils était blessé ou qu'il se trouvait à l'hôpital. Quand les officiers disaient que leur fils était blessé, que répondaient les parents?
Ils ne les croyaient pas, ils pensaient que leur enfant n'était plus en vie. Et donc dernièrement, nous avons décidé de ne plus envoyer d'officiers sur place, mais de les prévenir par téléphone. Ils leur disent que leur enfant est blessé et qu'ils envoient une voiture les chercher pour les amener au plus vite à l'hôpital. Mais même dans ce cas de figure, plusieurs fois, lorsque nous les rencontrons à l'arrivée, la première chose qu'ils nous disent c'est « il est mort, n'est-ce pas ?» Et nous leur disons que non, que nous allons le voir maintenant. Le tank du lieutenant Sahar Ganor, fils de Limor et Dov, a été touché de plein fouet par un missile anti-tank lorsqu'il était dans le quartier de Khan Younes. Je me trouvais à l'étranger pour le travail lorsque le téléphone a sonné. J'ai tout de suite vu que c'était un numéro israélien. On m'a tout de suite dit que Sahar était gravement blessé et qu'il était téléporté vers Soroka pour y être opéré. Lorsque j'ai quand même posé la question s'il était en vie, on m'a répété la même chose. Les 4 heures d'attente à l'aéroport ont été les plus terribles de ma vie. La peur de ne pas arriver à temps pour le voir, et ça, je n'aurais jamais pu me le pardonner. Dans ces moments d'attente, on pense aussi au texte des éloges qu'on écrira. J'ai tout simplement demandé à Dieu de le laisser en vie et qu'il ne soit pas dans un état végétatif. Tout le reste, nous saurons y faire face et le gérer. Laissez-le nous pour que nous puissions le serrer dans nos bras, l'embrasser. Puis vient le moment de le voir. On se rend compte que les blessures sont graves et les médecins s'approchent et disent qu'ils ne peuvent pas se prononcer et que rien n'est joué. Lorsqu'on est tout le temps dans l'incertitude, chaque minute, chaque seconde qui passe est interminable. Il a survécu 1 minute de plus, il a passé 1 heure de plus, il a passé la nuit. Nous en sommes là depuis plus de 2 semaines. Nous aussi voulons être sûrs que tout se passe bien et quand les choses vont dans la bonne direction, tout le service est euphorique. Mais comme je le répète souvent aux familles, dans ce service, les bonnes choses prennent beaucoup de temps à venir et les mauvaises se passent en quelques secondes, sans prévenir. Aujourd'hui, nous avons eu ici un patient qui était enfin dans un meilleur état général et nous avions prévu de lui faire passer de petites opérations bénignes vu que son état le permettait. Tout le monde souriait, l'ambiance était bonne et tout d'un coup, son état s'est dégradé et tout est retombé, et nous avec. Sans oublier qu'ici, ces situations sont multipliées par 20, le nombre de familles de blessés qui sont soignées dans ce service. Dans ces situations de complète incertitude, certaines familles font la seule chose qu'ils puissent faire encore, essayer d'être en contact avec leurs bien-aimés en leur faisant écouter de la musique, ou même en leur parlant. Quel genre de musique Yuval apprécie? Mon frère a des goûts très aléatoires, alors c'est peut-être du heavy metal, comme du Ehud Banai. Il paraît que quelquefois ils entendent. Mais c'est peut-être même encore plus utile pour nous. Nous parlons beaucoup avec lui. Hier, j'ai même amené ma guitare et le soir, nous lui avons chanté des chansons. Vous avez déjà entendu parler du niveau des soins que reçoivent les blessés de Tsahal, déjà sur le champ de bataille, ainsi qu'à la rapidité de leur évacuation. Voici un élément supplémentaire qui aide les médecins à maintenir ces jeunes garçons en vie. L'ECMO. Peut-être vous rappelez-vous de cet appareil, ayant fait son apparition durant le corona. Nous prenons nos blessés les plus gravement atteints qui ont perdu beaucoup de sang et qui doivent arriver de façon urgente au bloc opératoire et que nous n'arrivons pas à oxygéner. Grâce à un branchement direct à cet appareil, nous arrivons à les maintenir en vie alors que leurs poumons ne fonctionnent plus du tout. Nous avons en ce moment dans ce service plusieurs blessés dans ce cas. Cet appareil fait le travail pour eux et les garde en vie jusqu'à ce que petit à petit ils parviennent à respirer par eux-mêmes et que leurs poumons se remettent à fonctionner. Il faut bien être conscient que dans un passé pas si lointain, ce genre de blessés graves ne survivaient pas. À Soroka, nous avons soigné 5 patients à l'aide de cette machine, dont 3 sont déjà tirés d'affaire et sont rentrés chez eux, et 2 autres sont encore dans le service.
Ici, il y a deux genres de héros. Nos soldats qui se battent pour notre pays et les équipes médicales qui, à l'arrivée de chaque soldat blessé, ont le cœur brisé et s'en occupent comme s'il s'agissait de leur propre fils. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce qu'ils font et ce qu'ils représentent. Et quand on vous remercie, c'est eux qui vous disent « Non, merci à vous ». Quelle est la chose que vous dites le plus souvent aux familles des blessés ? Merci pour ce que vous avez fait, pour la manière d'avoir élevé vos enfants et les principes que vous leur avez inculqués. Je répète ça tous les jours. Et vous pensez vraiment que c'est à vous de leur dire merci ? Quelqu'un doit leur dire merci, mais je ne suis pas certain que quelqu'un ait pensé à le faire, alors nous avons décidé de nous en charger. Hier matin, l'une des infirmières qui s'occupait de Sahar a reçu un coup de téléphone. Elle s'est effondrée, a commencé à trembler de tous ses membres et s'est mise à pleurer si fort. Et elle répétait sans cesse « Mon fils, c'est mon fils !» J'ai compris que son fils combattait aussi à Gaza et qu'il venait d'être gravement blessé. Nous nous sommes mises à pleurer toutes les deux ensemble. Et après que je lui ai apporté de l'eau, elle était presque en train de s'excuser de s'être effondrée alors qu'elle s'occupe ici des autres soldats. Je lui ai dit « Qui pourrait vous comprendre mieux que moi ?» Son fils vient d'être blessé à Gaza et elle est en train de s'occuper d'autres garçons. Nous avons l'habitude d'être de ce côté de la situation et soudain, nous passons de l'autre côté. C'est ce qui m'a cassé. Trois des blessés des commandos Givati sont sortis du danger et leur pronostic vital n'est plus engagé. Le quatrième de ces héros, leur chef, le lieutenant Harel Itar, a succombé à ses blessures. Ses trois frères d'armes sont sortis spécialement de l'hôpital pour être à son enterrement. Vous avez déjà prévu comment se déroulera le jour de sa sortie ? Oui. Quoi par exemple ? Oui, je garde ça pour moi. Il y a plusieurs choses, il y a des choses que j'ai voulu faire. Quand la guerre a éclaté, mais ça n'a pas aidé. Ou peut-être que si, on ne peut pas savoir. Oui, ou peut-être que oui. Peut-être que grâce à cela, il n'est pas mort, comme celui qui était assis à ses côtés. Nous allons parler à présent d'un sujet des ONG qui servent finalement de propagande et qui peuvent amener à des débats de violence. Avec nous, Vincent Cheba, vous êtes senior analyste pour NGO Monitor. Merci d'être avec nous. Je vous propose d'ailleurs, avant de répondre à mes questions, d'écouter ce qu'un activiste palestinien en plein Londres, en plein jour, dit. Il va normaliser les massacres. Écoutez-le. Vincent Cheba, visiblement personne n'est choqué, mis à part les Israéliens. Voilà, ou des gens peut-être comme nous à NGO Monitor, parce que c'est vrai qu'on connaît très bien ce monsieur, El Kurd, qui n'est pas simplement un simple activiste qui parle dans la rue, c'est quelqu'un qui a été reçu il y a 2 ans en arrière par l'ONU, il s'est adressé donc devant la tribune des Nations Unies, donc c'est pas n'importe qui,
Et en plus de ça, c'est vrai que vous tapez Mohamed El-Kurde sur Google, vous trouverez, donc il est cité à plusieurs fois par des grands quotidiens internationaux, nationaux. Donc ça prouve que ces gens-là, qui ont un discours extrêmement violent, extrêmement radical, ont aussi pignon sur rue dans les médias et dans les grandes institutions de l'ONU. Mais est-ce qu'on peut dire finalement que les langues sont déliées, parce qu'il le dit en anglais, il ne le dit pas en arabe. Donc ça veut dire que le message, et il le sait, et il le dit très tranquillement. Il le dit tranquillement parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de sanctions en définitive. C'est-à-dire que vous avez même des ONG qui, de manière publique, ont soutenu donc les attentats du 7 octobre, ou alors qu'on nié l'existence de massacres ou même de viols de femmes. Et pourtant, ces ONG continuent de recevoir de l'argent des États européens, alors qu'on les a alertés, alors qu'on a avertis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples. Oui, on a des exemples. Par exemple, vous avez Monsieur Mustapha Barghouti, qui à plusieurs reprises ces dernières semaines a nié aussi bien sur Twitter que sur les médias internationaux les mutilations, les viols de femmes qui ont eu donc lieu le 7 octobre. Et pourtant, cette personne est le directeur donc d'une grande ONG palestinienne qui reçoit donc des millions d'euros de la part de différents États européens, y compris de la France et de la Commission européenne. Et il dit très clairement, il n'y a pas eu de viol de femmes. Il le dit à plusieurs reprises, à tel point même que Eylon Levy, donc le responsable de la communication durant cette guerre, a dit qu'il fallait que, par exemple, des chaînes comme CNN devaient donc mettre en dessous de ces interviews Mustapha Barghouti, le rape denier, donc celui qui nie les viols. Donc c'est quelque chose de récurrent, il le dit en permanence, et même le 7 octobre, il a dit que c'était un très grand jour. Il avait été donc attrapé par Memri, qui avait traduit son interview. Ce qui me choque profondément, ce sont ces ONG qui sont financées par des États, donc vous dites européens, et qui conseillent aujourd'hui la défense sud-africaine pour attaquer Israël de génocide. Tout à fait. Alors c'est des ONG effectivement qui sont ultra politisées, qui sont même en lien avec des organisations terroristes telles que le FPLP, qui sont aujourd'hui le fer de lance des campagnes de lawfare. On précise, FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est donc, auquel appartient Salah al-Hamouri. Voilà, ou du moins jusqu'à son expulsion en France. Il était effectivement considéré comme un membre du FPLP. Alors ces ONG effectivement sont aujourd'hui le fer de lance de ces campagnes de lawfare, donc finalement de la guerre par le droit au sein des instances donc de la internationale. Ça peut être donc la Cour internationale de justice, on l'a vu il y a quelques jours, mais aussi des procès qui ont lieu en ce moment même aux États-Unis, en Hollande ou en Angleterre. Je coupe. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces deux hommes? Alors oui, effectivement, la personne donc qui est entourée en rouge, c'est Shawan Jabarin, c'est donc le directeur de l'ONG palestinienne Al-Haq, qui est donc lié au FPLP à tel point que l'ONG a été donc désignée comme organisation terroriste par Israël en 2021. Shawan Jabarin en question donc a été condamné par le passé pour ses activités au sein du FPLP. Jusqu'en 2012 au moins, il était représentant du FPLP dans les discussions entre les différentes factions palestiniennes. Et à Angel Monitor, on l'a donc identifié également donc en 2019, alors qu'il était en train de rendre un dernier hommage à un terroriste du FPLP qui avait donc été responsable du détournement d'avion de El Al en 1968. Donc ça prouve que cette personne n'est pas un humanitaire au sens propre, c'est-à-dire que c'est une personne qui est non seulement a été condamnée pour ses agissements au sein du FPLP, mais qui continue encore de faire la propagande, d'être affilié et de soutenir le FPLP. Et la personne qui est en bleu, alors c'est précisons quand même à nos téléspectateurs que c'est la salle d'audience de la Cour internationale de justice. Tout à fait. Alors la personne qui est entourée en bleu, il s'agit donc de Raji Sourani. C'est donc le directeur d'une ONG gazaouite qui s'appelle le PCHR, Palestinian Center for Human Rights, quelque chose comme ça. Et pareil, cette personne a été également condamnée par le passé pour ses activités au sein du FPLP. Il a reçu du FPLP en 2014 un prix pour toutes ses activités durant sa vie. Donc cette personne, enfin du moins son ONG, la Suisse a
décidé donc de suspendre ces fonds, effectivement, comme vous voyez à l'écran, étant donné que l'ONG en question, ou du moins peut-être ses employés, ont été pris la main dans le sac en train donc de glorifier les attentats du 7 octobre, de justifier la violence, etc. Donc la Suisse a dit, niet, on arrête les financements. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais ça veut dire quoi? Parce que quand vous dénoncez ces ONG, dont d'ailleurs vous m'avez envoyé un lien qui, moi, j'avoue être circonspect devant l'étendue de ces activités. Je parle de Euromed Human, qui défend très clairement, qui pose d'ailleurs avec Ismaël Haniyeh dans une des photos à l'époque. Ces ONG, à un moment, lorsque vous les dénoncez, est-ce que ce message est entendu par le Quai d'Orsay ou par d'autres diplomaties ou pas du tout? Alors par le Quai d'Orsay, certainement pas. Je le dis de manière honnête. Par contre, effectivement, qu'il y a des avancées à la Commission européenne, par exemple, en Suisse ou en Allemagne. La Suisse, par exemple, comme je vous l'ai dit, a décidé d'arrêter de suspendre, enfin, on a suspendu les fonds à 3 ONG qu'elle finançait, palestiniennes, 3 ONG sur 6 ONG palestiniennes, donc c'est 50% du portefeuille. Vous avez l'Allemagne qui a décidé donc de suspendre ses fonds à Al-Haq, dont on a parlé tout à l'heure avec Shawan Jabarin, effectivement pour la même raison, pour avoir soutenu donc les attentats du 7 octobre. Et au niveau de la Commission européenne, ils ont fait un audit à la suite donc des attentats et ils ont trouvé effectivement que plusieurs ONG ou des membres importants de ces ONG ont soutenu la violence et le terrorisme pendant le 7 octobre ou après le 7 octobre, et ils ont décidé donc d'introduire des nouvelles clauses contractuelles justement pour lutter contre l'incitation à la haine et à la violence. Donc c'est quelque chose de positif. Ce combat n'est pas en vain. Il n'est pas en vain, mais c'est un combat de très longue durée. Et ça peut prendre des années. Et c'est ça le problème. Et l'argent continue d'être reçu par ces ONG. Et c'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui et nous le dénonçons. Merci beaucoup, Vincent Cheba, analyste, senior analyste pour NG Monitor. Merci d'être venu ici. Merci. Le terrorisme qui est financé, le terrorisme tue, notamment l'un des frères Nahmias. Vous allez voir cette histoire de trois frères qui habitent dans le village de Mefalsim, à la frontière avec la bande de Gaza. Un n'est jamais revenu, les deux sont dans leur période de réserve. Regardez un reportage de Gili Gilad. זרים חדשים זה כמו רבים קמנו ב6:30 לאזעקות. לא כל כך מבינים מה קורה ולא מקבלים סדר גודל של מה שקורה פה, בסביבות, מתי זה? 8:15 בוא נגיד? 8 וקצת. 8 וקצת, מקבלים הודעות מחבר'ה מהמילואים, שיש התקלות בכניסה לגוש מושבים שלנו. אנחנו בהתקלות מלאה, אני אומר שנית. אנחנו בהתקלות מלאה על 232 בצומת מבטחים למטה. יורים עלינו ארפיג'ים, יש פה 2 מחבלים מתים ועוד 2 שחיים. חייב עזרה דחוף פה. איתי שומע את זה, מתחיל ויכוח עם אבא שלי קטן, לצאת, לא לצאת, הוא רוצה לצאת, אבא שלי לא רוצה שהוא יצא, אחותי גם מנסה לעצור אותו, לא כל כך הולך, הוא מחליט שהוא יוצא, הוא עולה על מדים. הם עלו למושב פה ליד מבטחים ובעצם די מהר הם נתקלו שם. המחבלים הגיעו בעצם מהכיוון הזה, הגיעו 17 מחבלים באופנועים וטנדר. הם היו כוח מתורגל, מיומן, עם כלי נשק כאילו אוטומטיים, רובי צלפים, כוח שיודע כאילו, יודע את הטולים הצבאיים, יודע איך לבצע איגופים, זה כוח שהתאמן להרוג, כאילו, זה המטרה שלהם. איתי ירד, הצטרף לפה, ממש פה הוא אמן, וגיל וליאור הצטרפו בעצם ברכב 1.5 דקות אחרי. דן שכב ממש פה, על האזור הזה, איתי היה כאן, וטל ממן היה ממש פה ליד המקלט, בזיג לכיוון הזה. היה פה, עשו להם כאילו איגוף מהצד,
באו אליהם משני כיוונים כאילו, ובעצם היה כיפת רתק, נשק אוטומט שכאילו יורה. זה היה לחימה כאילו העיקרית, בעצם היחידה שהייתה פה במושב, כי הם באמת נלחמו חזק ועמדו בגבורה מול כוח כאילו גדול. אבא שלי הגיע לפה בערך 5 שעות אחרי שנפלו, לא יודע, 4-5 שעות. ראה את איתי, זיהה אותו, שיחק אותה מת כאילו, פשוט שכב לידו, אמר אם יבואו, שיראו בי כאילו. הוא אמר אין סיכוי, שלא יבואו לפה מחבלים, יחטפו את הגופות, אני פה שומר. הוא היה מפורק. לראות את הבן שוכב מת, סיטואציה שאני לא רוצה, לא מתאר לאף אחד, לא מאחל לאף אחד. לא ממש נגענו בדברים, הכל כמו שהוא השאיר את זה. יש לו תנעלי ספורט, כל הציוד מהצבא. גביסה שאמא שלי עשתה לו כאילו לשבת. המחשב, אפילו יש פה בירה שהוא שתה כאילו יום לפני זה, שנשארה פה מאז. קמנו מהשבעה והצטרפנו למילואים בעצם. אני כבר תוך כדי השבעה כבר... לא קשה, לא יכולתי לשבת יותר, הצטרפתי למילואים. לא יודע, מרגיש לי שאיתי צוחק עלינו עדיין, שאנחנו ג'ובניקים. שאנחנו לא עושים כלום. כנסו לעזה כבר. כנסו לעזה. אבל כן, זה מה שאיתי היה עושה בעצם. כאילו היה מסיים, עולה על מדים והולך לעשות את התפקיד שלו. כאילו זה התפקיד שלנו כרגע. בסוף מאמין ששנינו היינו רוצים גם להילחם יותר עמוק, אבל אנחנו מתחשבים בצורך של המשפחה. גם ככה העומס הנפשי הוא קשה. באמת הוא היה כאילו מקצה לקצה הכי טוב שיש. אני מרגיש דחף גדול לעשות עוד כאילו, יותר, בגללו, בשבילו, בשביל המועצה שהוא אהב. ופוגש, כאילו, אותי זה פוגש בהרבה מצבים של כזה, לא יודע, נגיד הוא אהב לרוץ, אז פתאום כזה שאני יוצא לריצה, אז אני מרגיש אותו. ופה ממש מרגיש חסר כאילו שאנחנו בבית, למרות שהוא היה מאוד שקט, אבל עדיין כאילו הנוכחות שלו הייתה חזקה מאוד. הוא חסר, ברור שהוא חסר. Et pour terminer cette émission spéciale de défense, on va retrouver Oren Ofer, Rosenbaum, PDG de Rosenbaum Communication. Merci d'être resté si tard pour répondre à nos questions. Alors, avant de vous donner la parole, Ofer, bonsoir. On va regarder quand même celui et votre personnage, Captain Gehenom, c'est-à-dire capitaine Enfer. Il donne la part belle à un certain Hassan Nasrallah. Je vous propose de l'écouter. أهلا وسهلا يا نصر الله، أنا كابتن جهنم وأنا في طريقي إليك لتخريب كل شيء فوق رأسك. دفعاتي إلى الشمال، جولاني إلى الشمال، نحلاوي إلى الشمال، تنخنيم إلى الشمال. لا تخطئ يا حسن، الشجعان اليهود في طريقهم إليك وهم آتيون من البحر والجو والبر، وعندما يأتون إليك تكشف أن الجيش ليس رامي ليبي، لا يأتون إليك لحملة وإنما لحرب. لم يأتوا إليك لتنزيل الأسعار، قادمون لتنزيل رأسي. وحياة الله عندما نأتي إليك سوف تصيح لنا مثل الدجاجة بالشاكل، يعني بق 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 بق. اسمع لكابتنك، لبنان ستصبح غزة، وعندما يأتي الكابتن سوف نكشف ما تخبئ من تحت الفستان. يعني أنت لست جاي هوخمان، حتى بيضاء لم نجد. أنا كابتن جهنم وأنا في الطريق إلى الشمال، مين بيجي معي؟ Ofer Rosenbaum, bonsoir donc. Qui c'est Captain Jamal? Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est? D'abord, Captain Jahannam,
c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre les citoyens juifs israéliens qui pensent qu'on doit éliminer le Hamas. Ça, c'est la réponse officielle. Captain Jahannam lui-même, ce personnage, d'abord c'est moi qui écris le texte, mais la voix est quelqu'un qui a une histoire très intéressante. C'est un jeune homme de Gaza qui est né dans la bande de Gaza, mais d'une mère juive, et qui un jour découvre que sa mère est juive, s'enfuit en Israël et a vécu ici illégalement. Et aujourd'hui, il est ultra-orthodoxe. Il est juif ultra-orthodoxe, donc j'écris les textes en hébreu et lui, il les écrit en arabe. Mais voilà, c'est comme ça que les choses se déroulent. Incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez des résultats, justement, des films de communication que vous avez publiés? Vous avez parlé à Hassan Nasrallah, vous avez parlé à Yahya Sinwar également. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que vous pouvez mesurer l'effet sur la toile? Avant de mesurer l'effet, disons pourquoi nous faisons cela. Parce que je pense qu'il y a un problème avec ce mot en hébreu qui c'est hasbara. D'ailleurs, c'est un mot qu'il est très difficile à traduire en français ou en anglais. Ça veut dire l'explication. C'est quelque chose de très israélien, cette hasbara. C'est nous, le juif, qui doit expliquer au monde, demander la permission au monde, laissez-nous combattre nos ennemis. Eh bien, nous avons dit, nous ne faisons pas de hasbara. Nous ne demandons pas la permission de faire des choses. Nous ne parlons pas avec le monde, nous regardons l'ennemi droit dans les yeux et on lui dit en arabe ce que nous voulons faire, ce que nous comptons faire. Alors en ce qui concerne les résultats, chacune de ces vidéos est vue 300, 400 millions de fois et nombre de ces vues sont dans le monde arabe. Depuis le début de la guerre, les services de renseignement israéliens se servent de nous pour faire bouger les Gazaouis et déplacer la population du nord au sud. On nous a utilisés parce que nous atteignons toute la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces vidéos, c'est la version censurée. En fait, nous avons une unité de hackers qui prennent des contenus beaucoup plus durs qu'on ne peut pas diffuser à la télévision et qui les mettent dans les téléphones d'activistes du Hamas et du Hezbollah. On sait qu'ils les voient et ce film, c'est la première fois qu'on s'adresse dans ce film à Nasrallah. Et aujourd'hui, le Hezbollah, sur son canal Telegram, a fait une vidéo de réponse à cette vidéo. Donc je suis convaincu que Nasrallah, dans son bunker, voit ce que nous faisons et a peur. Et c'est cela, notre but, c'est de créer la peur chez l'ennemi. C'est de la guerre psychologique, c'est notre travail quotidien. C'est ce que nous faisons d'ailleurs en temps de paix, c'est de faire en sorte que l'ennemi fasse des erreurs et offre des renseignements de qualité au service des renseignements pour pouvoir les éliminer et mener Israël à la victoire. Alors, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. L'étape d'après, c'est quoi? C'est pendant un match à Téhéran entre deux équipes qui soutiennent le régime, diffuser sur de grand écran un film de Captain Jahannam? Malheureusement, on découvre en permanence qu'un nouveau front s'ouvre. Alors il y a le front turc, ensuite il y a les Houthis au Yémen. Et n'oublions pas que ça n'est pas une organisation terroriste officielle, mais la Cour internationale de justice à La Haye, ce sont des antisémites et ils nous causent beaucoup de problèmes. Donc les défis sont nombreux. Alors en ce qui concerne notre prochain projet, nous commençons pour la première fois d'ailleurs, nous faisons de la collecte de dons pour notre mouvement. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre une campagne d'envergure pour obtenir des renseignements sur Sinwar et Mohammed Def, pour les trouver. Bien sûr que tous ces renseignements sont transmis aux services de renseignement militaires et autres en Israël, mais l'idée c'est de faire une campagne dans la bande de Gaza pour recueillir des renseignements et les éliminer. Et pour cela, nous avons besoin de vous et vous êtes invités à nous contacter sur toute notre plateforme, sur notre site, sur Telegram, et pour faire partie
partie de cette campagne qui sauve le peuple juif, tout simplement. Ça sera ma dernière question à Ofer Rosenbaum. La vraie question, c'est effectivement, est-ce que ça a commencé déjà le 7 octobre? Et deuxième question, plus précisément, est-ce que vous comptez pas vous arrêter parce que l'idéologie terroriste ne s'arrêtera jamais? Nous avons commencé, alors il faut comprendre d'où on a commencé, le 7 octobre, comme le monde entier, et certainement tous les Israéliens, nous étions face à nos écrans avec, en se tenant la tête et en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette idée du front civil vient d'une volonté de combattre l'ennemi avec nos propres moyens. Mon rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous, mais comme vous le savez, quand on était petit, le rêve c'était que nous n'aurions pas à faire notre service militaire. Je le dis aussi à mes enfants, mais malheureusement, on sait que ça risque de ne pas être le cas. Donc, notre organisation a commencé le 7 octobre et depuis, nous agissons tous les jours, en permanence, 24 heures sur 24, pour renforcer le peuple juif, l'État d'Israël, les forces de sécurité. Ce qui nous donne le plus de force, c'est quand on reçoit des milliers de messages de soldats, d'officiers qui nous disent « Vous nous rendez plus forts, continuez à faire ce que vous faites ». Et c'est le plus important. Malheureusement, je n'ai plus l'âge d'aller combattre et c'est ma façon de combattre et de contribuer et d'offrir nos capacités à l'État d'Israël. Ofer Rosenbaum, PDG de Rosenbaum Communication et le créateur donc de Captain Genome. Je vais vous le dire en 3 langues. Donc, merci, shukran ktir et toda rabba. Erev tov. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Avec Océane, on l'a dit juste pendant cette interview, une phrase très choc, rappelez-nous. Dertz Halevi, le chef d'état-major, la probabilité d'une guerre avec le Nord est plus élevée que jamais. Écoutez, ça sera l'objet sans doute de bulletin d'information de David Neyman. C'est à suivre, restez avec nous.